Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 17 février. Alger et Paris relancent leur coopération sécuritaire à très haut niveau à la faveur de la visite dans la capitale algérienne du ministre français de l'Intérieur reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Mettre fin à 4 ans de conflit russo-ukrainien, négociateurs russes, ukrainiens et américains discutent à Genève lors d'une nouvelle session de pourparlers. L'Iran et les États-Unis tiennent une deuxième série de discussions indirectes sur le dossier du nucléaire iranien à Genève. Téhéran évoque une entente sur un ensemble de principes directeurs pouvant ouvrir la voie à un possible accord pour régler les différends. Et puis les Palestiniens accueillent demain le mois sacré de Ramadan. Retour dans cette édition sur les préparatifs du mois sacré en Cisjordanie au milieu des agressions, arrestations et annexions des territoires palestiniens menées par l'entité sioniste. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, et du directeur général de la sécurité intérieure, le général-major Abdelkader Haït Ouarabi. Une audience à l'issue de laquelle le ministre français de l'Intérieur a indiqué que les discussions avec la partie algérienne avaient permis de réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. Je viens de rencontrer le président Tebboune, donc il m'a fait l'honneur de me recevoir. Après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français, donc où nous avons travaillé à mettre en place, donc à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. Évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je m'en félicite. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur algérien qui nous a réunis, qui a fait en sorte que nous puissions travailler en ce sens. Laurent Nunez a aussi indiqué que le président algérien avait demandé aux services algériens de travailler avec leurs homologues français afin d'améliorer significativement la coopération, notamment policière et judiciaire, dans les plus brefs délais. Je remercie le président Tebboune qui m'a reçu et qui a évidemment confirmé et demandé à ses services de travailler avec les services français, donc pour améliorer significativement nos coopérations, encore une fois, en matière policière, en matière judiciaire et puis en matière aussi de réadmission. Et tout ceci donc, va maintenant se mettre en place dans les plus brefs délais. Voilà ce que je voulais vous dire en me félicitant, en me satisfaisant évidemment de la visite que je viens de faire ici en Algérie. Et nous allons évidemment poursuivre cette coopération que je souhaite voir se poursuivre comme le président algérien, comme le ministre de l'Intérieur algérien et comme l'ensemble des deux gouvernements, que ces relations puissent, en matière de sécurité et de coopération sécuritaire et en matière de migration, se poursuivre à très haut niveau. Dans l'actualité aussi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l'occasion de la journée nationale du Shahid, célébrée le 18 février, dans lequel il a tenu à rendre hommage à la gloire des martyrs de la révolution de libération, saluant leur combat qui a transformé un pays vivant sous l'oppression coloniale en un pays porteur de confiance et d'espoir pour une Algérie nouvelle.
Alors que nous célébrons la journée nationale des martyrs le 18 février, nous rendons hommage à la gloire des martyrs dont les impurs planent à jamais dans le ciel de l'Algérie. Nous poussons à aller de l'avant et nous inspirons à tous la fierté, la dignité, et tandis que je prie avec vous pour toutes les femmes et tous les hommes honorables, libres et résistants à travers les siècles et pour les héros révolutionnaires, martyrs de la révolution de libération, je salue les combattants et les combattantes. Que Dieu leur accorde une longue vie qui continue à semer sur cette terre pure les graines de la loyauté et de la bénédiction et qui élève leurs prières pour la préservation de l'Algérie et de son peuple. Coopération militaire, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a reçu ce mardi à Alger le chef d'état-major de l'armée de terre italienne, le général de corps d'armée Massiello Carmine, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation militaire. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur les différentes questions d'actualité. Je vous en parlais en titre, des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont entamé ce mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à 4 ans de conflit russo-ukrainien après 2 récentes rencontres qui n'ont pas débouché sur des avancées décisives. Les parties travaillant sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concession territoriale par Kiev en échange de garanties de sécurité occidentale est au cœur des discussions. Les négociateurs, ou plutôt les négociations, butent en particulier sur le sort du Donbass, grand bassin industriel. Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk notamment, ce à quoi Kiev se refuse. Et depuis Moscou, nous retrouvons Karine Bécher, docteur en droit public, politologue spécialiste de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la question des territoires se dresse aujourd'hui comme principal obstacle à toute avancée dans les négociations entre Russes et Ukrainiens. Le Donbass, tout particulièrement, fait l'objet de batailles féroces depuis 4 ans et même avant cette date, fameuse date du 23 février 2023. Pouvez-vous nous éclairer sur l'origine du différend qui oppose les deux pays à propos de cette région ? Je ne sais pas dans quelle mesure l'opposition réellement entre l'Ukraine et la Russie, ou plutôt entre les États-Unis et la Russie, parce que dans le premier cas, cela supposerait que l'Ukraine soit un pays autonome et indépendant, ce qui serait quand même assez surprenant vu la situation réelle sur le terrain et politique. La question, en fait, a commencé bien avant, comme vous l'avez souligné, elle a commencé dès 2014, puisque ces territoires, après le coup d'État et la révolution, ont refusé justement ce nouvel ordre imposé de l'extérieur, ont organisé des référendums et ont proclamé leur indépendance. Donc, si l'on se réfère en fait au droit à l'autodétermination des peuples, ils ont tout à fait le droit, dans la mesure où l'État ukrainien a chuté en 2014, de reprendre leur sort en main et, s'ils le voulaient, comme ils le voulaient, de revenir en Russie. Il me semble plutôt ici qu'effectivement les États-Unis ne peuvent pas lâcher le territoire, puisqu'ils ne sont pas arbitres. Ils sont partis à cette guerre qu'ils ont quand même initiée, comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Et ils ne peuvent pas se permettre en fait à la Russie de gagner, de remporter ces négociations, dans le sens où, même au-delà du Donbass, se pose la question des régions de Kherson, de Zaporojye, qui sont rentrées également suite à des référendums dans l'État russe. Très bien. Cela voudrait dire que les pays peuvent défendre leur intérêt national, ce qui va à l'intérêt complet et des États-Unis et du monde global. Karine Bécher, il y a aussi la question de l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui est vue d'un très mauvais œil par Moscou. Où en est-on par rapport à cette question ?
En fait, la question est strictement formelle puisque de facto, toutes les garanties sont déjà accordées à l'Ukraine à travers les différents traités bilatéraux dits de sécurité qui ont été conclus entre la plupart des parties des pays de l'OTAN et l'Ukraine. Et ces traités prévoient justement des garanties équivalentes à celles de l'article 5 du traité de l'OTAN. Donc la question est strictement théorique. Par ailleurs, de toute manière, le secrétaire général de l'OTAN avait déclaré devant les Ukrainiens que même si l'Ukraine, même si des forces de l'OTAN intervenaient officiellement sur le territoire ukrainien, s'ils étaient touchés par la Russie, cela n'entraînerait pas l'article 5. Donc on voit quand même une certaine faiblesse de l'OTAN à s'engager réellement et officiellement, alors que de facto, ils sont déjà engagés dans ce combat. La question se pose aussi de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui pour une raison surprenante fait moins peur à la Russie, alors que chacun comprend très bien que l'Union européenne est devenue une instance plus guerrière que politique. Et comme cela a déjà été déclaré par plusieurs responsables européens, dans ce cas-là, il y aura une obligation d'assistance de la part des autres pays européens à l'Ukraine. Donc nous sommes vraiment à une charnière aujourd'hui pour savoir est-ce que l'on va basculer vers un engagement réellement plus violent et ouvertement plus violent du conflit, ou est-ce que ce conflit va traîner encore dans les méandres et les hésitations pendant un certain temps. Et puis, comme vous venez de l'évoquer, les autorités russes et même le président américain lui-même ont reproché parfois à certains dirigeants européens de ne rien faire pour la paix en Ukraine, voire de freiner ou d'entraver les efforts menés jusque-là. Dans quel intérêt des pays européens ferait-il cela, Karine Bécher ? Alors, si les pays européens sont quand même un petit peu plus souverains et ont plus de culture politique que l'Ukraine, on peut quand même se poser aussi très sérieusement la question de leur indépendance et de leur autonomie sur des questions aussi importantes, puisque finalement, ce qui a surtout été reproché aux États-Unis, par les États-Unis aux pays européens, c'était de ne pas suffisamment acheter d'armes américaines pour l'envoyer sur le front et le fait que les États-Unis n'avaient plus envie de financer ce conflit. Cette question a été réglée. L'armement américain arrive sur le front ukrainien. Simplement, il est payé essentiellement par les pays européens. C'est en quelque sorte le rôle de tous les vassaux que de servir les intérêts du maître. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les pays européens qui sont devenus des colonies américaines. Dernière question, Karine Bécher. Les discussions à Genève sur la base du plan Trump peuvent-elles aujourd'hui déboucher sur la paix dans la région ? Si la Russie est prête à capituler, il pourra effectivement y avoir en tout cas un cessez-le-feu pour un certain temps. Nous avons vu ce qui s'était passé avec les accords de Minsk. Je ne pense pas que la Russie soit prête à capituler, puisque finalement c'est la seule conception de la paix qu'apporte Trump aux autres pays, c'est le fait qu'ils se plient entièrement à leur volonté. Mais soyons honnêtes, c'est la tradition américaine. Ici, il n'a changé que la manière de faire. Sur le fond, rien n'a finalement changé. Karine Bécher, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Karine Bécher qui est docteur en droit public, politologue spécialiste de la Russie. Un autre dossier a été discuté à Genève ce mardi, celui du nucléaire iranien. L'Iran et les États-Unis ont tenu une deuxième série de discussions en direct dans la ville suisse. Les deux parties ont échangé des messages par l'intermédiaire du sultanat d'Oman, et ce après avoir renoué le dialogue le 6 février à Mascate. Et à l'issue de ces pourparlers à Genève, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé que Téhéran et Washington s'étaient entendus sur un ensemble de principes directeurs qui pourraient ouvrir la voie à un possible accord pour régler les différends. L'Iran a toujours poursuivi une stratégie visant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, tout en se montrant disposé à répondre à toute préoccupation concernant la nature de son programme nucléaire et à garantir son caractère exclusivement pacifique. C'est sur cette base que l'Iran a entamé des négociations nucléaires qui se poursuivent encore aujourd'hui. Un examen du déroulement de ces négociations est révélateur. La République islamique d'Iran a toujours affirmé qu'elle ne cherche ni à fabriquer, ni à acquérir d'armes nucléaires, lesquelles n'ont absolument aucune place dans sa doctrine de sécurité nationale.
Et pour évoquer le dossier du nucléaire iranien est avec nous Manuel Pouchelet, analyste spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Manuel Pouchelet, les discussions entre Iraniens et Américains se sont tenues dans un climat de haute tension, c'est rien de le dire, pendant que Washington envoyait un deuxième porte-avions, l'USS Gerald Herford, dans le golfe Persique, en soutien à l'USS Abraham Lincoln, déjà sur place depuis janvier. Téhéran a annoncé la fermeture partielle pour quelques heures du détroit stratégique d'Ormuz pour des raisons de sécurité lors d'exercices militaires. Peut-on espérer des avancées dans un tel climat ? Ce qu'il faut retenir dans ce dossier, c'est que la présence américaine est un peu ce qu'on appelle une démonstration de force pour montrer à Téhéran qu'ils sont déterminés, si vous voulez, à éventuellement faire avancer ce dossier. Mais vous savez que l'heure est à la diplomatie et la diplomatie s'inscrit, si vous voulez, sur le temps long. Moi, ce qui me rassure dans cette affaire, c'est qu'il y a un canal diplomatique qui est ouvert et qui a repris, on va dire, le canal traditionnel voulu par le sultanat d'Oman et également les parties en présence. Parce qu'il faut savoir que Oman accepte d'être l'intermédiaire, le go-between, l'entremetteur, si vous voulez, entre Washington et Téhéran, rôle qu'il avait perdu depuis un moment. Mais quelque part, vous avez aussi des Américains qui se retrouvent de plus en plus coincés, si je puis me permettre, avec un emploi du temps pour l'administration de Donald Trump, notamment en ce qui concerne les fameuses élections, de mi-mandat, où la pression, si vous voulez, les derniers résultats, y compris en politique intérieure, sont pesants. Je pense notamment, vous savez ce qui s'est passé avec la fameuse police ICE d'immigration, qui a fait parler d'elle, mais pas en bon terme. En ce qui concerne le dossier iranien et nucléaire plus précisément, ce qui est intéressant, c'est que le ton est quand même à l'apaisement, mais attention, chacune des parties, si vous voulez, campe sur ses positions, notamment de dissuasion, et les Américains utilisent une stratégie qui est connue, où du temps du monsieur Nixon, dans les années 70, le porte-avions, et là vous en avez un deuxième qui est annoncé, est annoncé comme étant le prolongement armé de leur diplomatie. Donc, si vous voulez, cette présence américaine dans le Golfe, elle n'est pas nouvelle. Elle est en train de démontrer à Téhéran qu'elle met la pression sur ce régime. Et de ce côté, Téhéran négocie. Et c'est important de le retenir ce soir. Manuel Pouchelet, s'agissant de l'enrichissement en uranium, l'Iran ne cesse de réaffirmer le caractère purement civil de son programme nucléaire et son droit à enrichir l'uranium à des fins civiles. Donc, or, Washington s'y oppose fermement. Comment trouver un terrain d'entente, sachant que Téhéran a montré patte blanche à plusieurs reprises à travers sa coopération avec l'AIEA? Alors pour l'instant, je pense que Téhéran, si vous voulez, montre sa coopération avec l'AIEA. C'est une preuve, on va dire, d'ouverture, si vous voulez. Mais les Américains restent très vigilants, notamment dans les initiatives iraniennes où jusqu'à présent, je vous le rappelle que l'an dernier, ils avaient mené une opération militaire, Midnight Hammer, donc marteau de minuit, justement pour frapper les sites d'enrichissement nucléaire iranien. De toute façon, dans cette affaire-là, il y a aussi un autre acteur qui a tendance à faire un bruit de fond particulièrement et des interférences qui pourraient faire, on va dire, revoir et renégocier, c'est qu'également Israël, d'ailleurs, le Premier ministre israélien a été convoqué à Washington la semaine dernière, où justement Donald Trump souhaite et imposer cette fois-ci son emploi du temps à M. Netanyahou. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, Téhéran fait preuve de transparence, les observateurs de l'AIEA font leur travail. Maintenant, attention, on est quand même dans un dossier particulièrement délicat, où chacun, si vous voulez, attend des résultats de l'autre sous fond de négociation sur d'autres dossiers, puisque bien entendu, l'objectif, c'est que Téhéran puisse continuer son programme d'après les autorités iraniennes, excusez-moi, mais en même temps, du côté occidental, tout comme du côté des BRICS, c'est la plus grande méfiance et de mise en tout cas. Très brièvement, Manuel Pouchelet, il y a aussi la levée des sanctions contre l'Iran, une exigence de Téhéran que Washington continue de contester. Pourquoi ? Alors les sanctions économiques, si vous voulez, elles ont des effets un petit peu particuliers puisqu'elles touchent principalement la population iranienne sans vraiment toucher le régime. Oui, très rapidement. Mais quelque part, c'est un levier puissant. Mais je rappelle que l'Iran est également producteur de pétrole et forcément, ces sanctions économiques sont obligées de se lever puisque sinon les pays qui seraient touchés par ces défauts d'approvisionnement en pétrole se retrouveraient dans une situation de crise économique sans pouvoir en mesurer exactement les conséquences. Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste spécialiste des questions internationales. Je vous en parlais en titre: agression, arrestation et annexion des territoires palestiniens. Les transgressions de l'entité sioniste ne connaissent pas de limites, des pratiques devant lesquelles les citoyens palestiniens de la Cisjordanie occupée ne désespèrent pas, au contraire. Il s'apprête même à accueillir demain le mois de Ramadan en bonne et due forme. Guirlandes et décorations laissent paraître la lumière du mois sacré. Amalam Zianzitouni. Des lanternes et des croissants géants en forme de croissant du Ramadan. Des guirlandes lumineuses avec motifs islamiques. Ce sont des décorations qui ornent les rues d'El-Quds Est et de Cisjordanie occupée pour accueillir le mois sacré dans une ambiance festive. Ce sera le premier Ramadan depuis l'entrée en vigueur le 10 octobre d'un fragile accord de cessez-le-feu. Les Palestiniens de Cisjordanie espèrent que cette année verra renaître l'esprit joyeux du mois sacré. Avant la guerre, l'endroit était bondé de monde et de visiteurs, mais il est devenu un lieu isolé, déserté. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait y faire revenir les gens. L'idée principale était d'installer un croissant de Ramadan dans de nombreuses zones palestiniennes afin de célébrer ce mois sacré. Comme l'a dit le prophète, que la paix soit sur lui, le paradis est tourné par l'arrivée du mois de Ramadan. Au marché comme aux boutiques, les Palestiniens font leurs provisions de nourriture, de sucreries et de décorations festives. Ils s'accrochent malgré la dureté de la situation, dans une région secouée par la tragédie et le ralentissement économique, après plus de 2 ans de génocide sioniste sur la bande de Gaza. En ce qui concerne les préparatifs du Ramadan, nous sommes prêts, mais nous espérons que Dieu répondra à sa grâce et sa subsistance sur la population. La situation est très difficile. Le Ramadan, 9e et plus sacré mois du calendrier islamique. Une période de l'année où la ferveur religieuse se ravive dans tout le monde musulman. En Palestine, le Ramadan est célébré au milieu des souffrances et des ruines. Allez, pour terminer, parlons cinéma en Algérie. À Constantine, la salle Ahmed Bey a fait le plein pour l'avant-première mondiale du film Ahmed Bey, un long métrage épique qui retrace la résistance héroïque du dernier bey de la ville contre l'occupation coloniale française. Entre émotion, hommage aux artistes disparus et devoir de mémoire, retour sur cette projection avec Fella El Aili. Voici le récit de Maria Chouya. Au Zénith de Constantine, des centaines de personnes étaient présentes pour découvrir en avant-première le film Ahmed Bey, une projection exceptionnelle consacrée au dernier bey de la ville et à sa résistance héroïque contre l'occupation coloniale. Est-ce que vous avez l'habitude de voir des images comme ça? C'est une belle image. Techniquement, tout ce que vous avez fait, comme vous avez vu comme effets spéciaux, CGI, quand même ce film a couvert ou a tourné 3 batailles, la bataille de 1830, la bataille de 1836 et de 1837, c'était pas facile, mais avec les effets spéciaux, comme si on était en 1830. Comme si... J'étais très ému. Parce que moi aussi c'est la première fois que j'ai vu le film avec le public et donc l'émotion c'était aussi en voyant nos amis qu'on a perdus pendant le film et je dirais que assez satisfait du résultat vu tous les obstacles qui ont été sur la route de la sortie de ce film. Donc je suis assez fier, comme aussi je sens aussi que je suis responsable aussi de ce personnage parce que à la limite mon image sera aussi associée à l'image de Ahmed Bey. Au-delà de l'action, le film est aussi un hommage émouvant. La cérémonie a permis de saluer le travail des artistes disparus avant la sortie du projet, rappelant que la culture est un lien essentiel entre les générations et un outil pour protéger l'identité nationale. Ahmed Bey, peut-être que dans l'histoire, il a été un peu marginalisé. On n'a pas beaucoup fait de films documentaires, on n'a pas beaucoup parlé d'une personnalité historique comme lui. Maintenant, le film Ahmed Bey, une épopée.
qui raconte l'histoire de l'Algérie, l'histoire de Constantine, l'histoire d'une bataille, d'une ville, des combattants, des militants. Et je crois que oui, il rend justice quelque part. Ce genre de film écrit aussi l'histoire. L'histoire par image, par des œuvres comme ça. À travers cette œuvre épique, l'Algérie affirme sa volonté de raconter sa propre histoire avec ses propres voix. Après ce succès à Constantine, le film s'apprête à rayonner dans toutes les salles du pays. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.